dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 152 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. No big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. Allez, on approche la fin de l'année, c'est le dernier épisode enregistré de cette année 2023. Il y aura ensuite des rediffusions pour Noël et le Nouvel An. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mot que j'avais choisi pour accompagner mon année 2023, le mot « briller ». Et je vous encourage à le faire si vous avez envie de trouver un mot pour définir votre année. Au lieu de prendre des résolutions, choisissez vraiment un mot qui englobera beaucoup plus d'objectifs, qui sera beaucoup plus percutant. Voilà, le mot j'avais choisi briller. Je vous donne des exemples. Si vous avez du mal à choisir pour une première fois, ça peut être puissance, paix, lâcher prise, lumière, limite, repos, fun ou encore liberté, sororité, aisance. Ça peut être sortir de sa zone de confort. Ça peut être ralentir. Ah oui, c'est important aussi. Bref, ça peut être ce que vous voulez. Mais donnez un mot et vous verrez que trouver des objectifs qui en découlent, c'est beaucoup plus facile. Et en tout cas pour moi, ça a eu une vraie résonance sur mon année, ce mot, et j'avais pas anticipé. Donc j'avais choisi le mot briller sans le savoir à ce moment-là. Briller, ça allait être le révélateur de mon année. Parce que pour briller, il faut d'abord accepter la part d'ombre présente en nous et ensuite vouloir aller rallumer la lumière que l'on a à l'intérieur de soi. Et moi, j'avais pas du tout anticipé que ma situation personnelle, à ce moment-là précis, allait se dégrader et que j'allais être diagnostiquée en dépression sévère 2 semaines plus tard. J'en ai jamais vraiment parlé ouvertement. J'avais envie, je crois, d'avoir un petit peu de recul sur cette période et ça va bientôt faire 1 an. Et aujourd'hui, je me sens capable de le faire. Et si vous avez été diagnostiqué en dépression, vous connaissez cette sensation de vide, de noirceur, d'incapacité à vouloir évoluer, de sortir de ce trou. Il y a cette tristesse très profonde qui peut vous envahir. Et là, du noir, de l'ombre, du dark, il y en a. Et donc, pour réussir à briller, croyez-moi, je partais de très très loin. Et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, le mot briller, c'était pas du tout égocentrique pour vraiment être dans une attitude à ce que les gens me regardent. C'était pour rallumer des parties de moi. C'était vraiment pour remettre de la lumière dans ma vie, pour éclore à nouveau. Ça englobait pas mal de choses. Et donc, après cette période où j'ai été diagnostiquée en dépression sévère, c'était mi-janvier 2023, j'ai commencé un traitement d'antidépresseurs. Et les premiers temps, soyons très honnêtes, je vomissais tous les matins. La molécule qu'on m'avait prescrite ne me convenait pas. Et heureusement, j'ai une super médecin qui est une amie qui me suit depuis très très longtemps. Et donc, voilà, elle a tout de suite corrigé le tir. Elle m'en a prescrit un autre avec une dose plus légère, un autre antidépresseur. Et là, clairement, c'était le bon fit. Et j'ai passé en tout 3 mois complets sous antidépresseur et 1 mois où j'ai arrêté progressivement. Ça fait donc un peu plus de 8 mois aujourd'hui que je ne prends plus rien du tout, ni Xanax, ni antidépresseur, parce que
J'étais tellement anxieuse, tellement angoissée que je n'arrivais plus à dormir et c'était le cercle vicieux. Donc, je prenais des anxiolytiques pour arriver un peu à dormir, mais c'est pas la bonne solution non plus. Mais c'était une béquille sur le moment. Je sais que c'est pas recommandé d'arrêter aussi rapidement, hein, je le précise. J'étais moi en revanche accompagnée par ma psy et ma médecin et surtout je me sentais extrêmement bien et je savais que je serais capable d'être heureuse et sereine même sans mes médicaments. Pourquoi est-ce que je vous raconte un petit peu de ma dépression dans cet épisode consacré aux livres et à quelques podcasts? Simplement parce que c'est en partie grâce à mes lectures que je sais que j'ai pu sortir la tête de l'eau. Et attention, je ne parle que de moi. Pour certaines personnes, il faut des années de traitement médicamenteux et des suivis psy. Surtout si vous êtes en postpartum, donc faites-vous suivre, c'est important. Donc, il faut parfois des années pour arriver à se sortir d'une dépression et parfois pas. Donc voilà, c'est vraiment mon expérience personnelle, mais je sais qu'elle pourrait aider, donc c'est pour ça que je vous la partage. On n'a pas tous toutes et tous la même capacité de résilience face à l'adversité, ni de sensibilité face à ce qui nous plonge dans le noir. Pour certains, ça va être un événement tragique et ils vont s'en relever tout de suite, et d'autres, ce sera des mini-répétitions d'événements qui font qu'ils n'y arriveront plus. Donc vraiment, si vous êtes dans le dur en ce moment, dans une période extrêmement sombre, soyez indulgent et indulgente envers vous-même. Vous faites comme vous pouvez, au rythme qui vous convient. Il n'y a vraiment pas de course quand il s'agit de santé mentale. Je vous parle donc des 8 livres exactement qui m'ont vraiment amené à avoir une grande réflexion sur moi pour avancer et rejoindre la lumière. Ces livres et ces épisodes m'ont redonné du pouvoir parce que oui, la conclusion, après avoir lu tous ces livres, c'est qu'on a du pouvoir sur notre santé physique et psychique. Et je pense que j'avais jamais réalisé à quel point et en profondeur qu'on pouvait agir sur nous-mêmes. Et je trouve ça magnifique. Alors, on y va. Le premier livre qui m'a aidé s'intitule You Happier, 7 Neuroscience Secrets Based on Your Brain Type. Il existe en français, ce livre. Je crois que le titre, c'est Vous heureux. En tout cas, l'auteur, c'est le docteur Amen. Je vous préciserai à chaque fois si le livre est traduit ou pas. Je crois qu'il y a un seul livre qui n'est pas traduit, donc 2 livres sur les 8. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez, si vous ne parlez pas anglais, commander la plupart d'entre eux. Donc le docteur Amen, il est psychiatre depuis 30 ans. Il est aussi neuroscientifique. Il a scanné plus de 250 000 cerveaux. Moi, je l'ai découvert via le podcast de Jay Shetty, On Purpose. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes. J'adore son podcast. J'en parlerai à la fin d'ailleurs. Dr Amen, il est très très suivi sur les réseaux sociaux. Il partage beaucoup de son savoir et tant mieux. Donc dans son livre, Dr Amen vous explique le pouvoir de votre pensée, de la gratitude, de la façon dont on se parle, notre dialogue interne, le pouvoir du sport, de la nutrition et du sommeil. En fait, avec son brain type, donc les types de cerveau qu'il a définis, lui, il détaille qu'il y en a 16 différents qu'il a identifiés. Et donc, il y en a 5 principaux et 11 de mix. Et grâce à cette identification, on peut comprendre un peu les réactions qu'on a en fonction de la structure de notre cerveau et aussi quelle nourriture est importante pour que nos neurotransmetteurs fonctionnent le mieux, quel type d'activité, lente ou pas, quel type de relation. Bref, c'est vraiment intéressant son livre d'aller se pencher sur ça. Moi, je suis le type 3. Vous pouvez faire le test. Je vous ai mis le lien à la fin dans les notes et c'est assez drôle parce que j'ai fait ce test il y a 1 an quand j'ai découvert son livre et j'étais pas du tout le type 3. Et je me souviens avoir lu la définition, je crois que j'étais type 11, si je me souviens bien, et je me disais, c'est pas tout à fait moi, mais j'étais tellement dans le dur. Je me disais, au fond de moi, je sais que c'est pas tout à fait moi. J'étais dépressive, enfin voilà, j'avais une vraie tendance à la dépression et l'anxiété immense à ce moment-là, et je pense que j'activais pas les mêmes zones de mon cerveau. Enfin là, c'est que mon interprétation, il y a rien de médical dans ce que je vous dis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la définition du type 3, je vais vous le lire, je trouve que c'est beaucoup plus moi. Donc, les individus avec un type 3 sont souvent très tenaces, résistants, ils persistent dans ce qu'ils font et même un petit peu, têtus. Ça, c'est clair, c'est ce qu'il dit et je pense que oui, quand je me sens pas à l'aise avec moi-même, je peux être très têtue. On a une grosse tendance à avoir de l'anxiété, des inquiétudes et avoir des problèmes pour dormir. On aime que les choses soient faites d'une certaine manière. Et c'est vrai, quand je me sens pas à 100% moi-même, j'ai plus de mal à accepter que les choses soient faites différemment. Et ce serait donc dû à la structure de mon cerveau. Tant mieux. Donc ceux qui ont ce type 3 ont souvent une activité accrue dans la partie de devant
du cerveau que lui, il nomme, donc en anglais, c'est ACG, Anterior Cingulate Gyrus. Je sais pas si c'est écrit comme ça en français, mais donc ACG. Et donc, c'est ce qui nous influence cette partie-là du cerveau, notre capacité à lâcher prise, à aller avec ce qui se passe et à voir venir. Et c'est vrai que quand on aime que les choses soient faites d'une certaine façon, on aime contrôler. Et donc, on a plus de mal à lâcher. Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à lâcher. Je suis beaucoup plus tranquille avec ça. Et donc, quand on est en suractivité, justement, sur cette zone du cerveau, et lui, il explique que c'est dû probablement à la sérotonine qui est basse. Et on a du mal à pouvoir changer de perspective, à changer de biais et nos lunettes. Et on est un peu coincé dans ce qu'on ressent. On est un peu dans un tourbillon. Et c'est très désagréable d'ailleurs. Je vous explique juste que c'est la sérotonine. Donc, d'après le magazine Santé, ça fait partie des 4 hormones dites du bonheur, avec l'ocytocine, la dopamine et les endorphines. Donc, c'est un produit chimique qui peut affecter l'humeur. Et donc, lui, dans son livre, il explique comment on peut booster sa sérotonine avec la nourriture notamment et avec des activités aussi. Alors, je suis très honnête, il a aussi une entreprise de compléments alimentaires, donc il en recommande en permanence en fonction de votre type de cerveau, à prendre ou à laisser, peu importe. Mais je sais très bien qu'il y a une logique financière derrière, mais en revanche, son livre est quand même très intéressant dans la différenciation dans ce qu'il exprime. Ça vaut le coup de le lire. Donc, il dit que quand on est ce type-là, il faut être très attentif à ne pas accentuer nos problématiques en buvant trop de café, en prenant... Et lui, il parle des diet pills. Aux US, il y a beaucoup plus de gens qui prennent des pilules pour maigrir parce que ça aggrave ce manque aussi de sérotonine et notre difficulté à lâcher prise. Bon. La bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai jamais bu de café de ma vie. Je ne prends pas de stimulants. Je ne prends plus d'anxiolytiques. Je ne prends plus rien, en fait, qui peuvent affecter potentiellement la chimie de mon cerveau. Et je fais très, très attention à ce que je mange pour soutenir au mieux mes besoins. Donc ça, c'est important. Il y a 3 choses dont je veux parler dans ce livre que j'ai retenu pour mon quotidien. La première, toujours finir par ma journée par me dire ce qui s'est bien passé aujourd'hui dans ma tête. Je fais le bilan. Lui, il explique que le cerveau, plus il fait la connexion avec des pensées positives, plus notre cerveau aura tendance à confirmer nos biais et donc à mettre des lunettes de la gratitude. C'est important de le faire. Et d'ailleurs, moi, je le fais avec mes enfants. Le soir, quand elles rentrent, même Jasmine, qui a 3 ans aujourd'hui, peut le faire. Je leur demande ce qu'elles ont préféré aujourd'hui et ce qu'elles n'ont pas aimé. C'est toujours intéressant d'avoir leurs réponses. Donc, on fait un tour de table et elles sont habituées, du coup, à en parler, à entraîner leur cerveau à aller chercher les choses agréables de la journée. J'avoue que quand j'étais dans le dur, j'étais incapable de faire ça. Quand j'étais dépressive, et donc je me forçais à le faire et ça m'a rassurée et ça me faisait du bien de me dire, ok, il y a quand même eu des trucs sympas ou, ouais, ok, là c'était très dur, mais j'ai réussi à faire ça. Ok, aujourd'hui je me suis pas levée de mon lit, parce qu'il y a eu des jours où je ne suis pas sortie de mon lit, mais j'ai lu un livre hyper intéressant, j'ai réussi à faire de la respiration, des exercices et j'ai pris soin de moi, donc c'était le principal. Le deuxième point que j'aime, dont il parle, c'est comment on aborde nos pensées. Et en fait, il l'écrit de manière assez drôle, je trouve, parce qu'il dit « Ne crois pas tout ce que ton cerveau te raconte ». Je crois qu'il dit « Don't believe all the bullshit your brain is telling you ». Et donc, ouais, toutes les conneries qu'on peut se raconter à nous-mêmes. En fait, on peut prendre du recul sur ce qu'on se raconte au quotidien quand, sincèrement, tout semble dérailler. Parfois, ce sont nos peurs qui parlent, nos blocages, nos mécanismes de défense, et c'est pas la réalité objective. Par exemple, quand on a la sensation d'être nul, de décevoir tout le monde, on peut réussir à changer d'optique en disant hop, attends, cette journée-là déjà ne me définit pas, je ne suis pas nul, c'est faux, je traverse une difficulté et je vais y arriver et je veux de la compassion envers moi. Alors je le dis tout de suite, c'est complexe de le faire quand on n'est pas habitué. Quand on a été élevé dans un environnement où nous a dévalorisé en permanence, quand on n'a jamais été habitué aux compliments, quand on a entendu nos parents mal se parler en se disant tout le temps je suis nulle, je suis bête, oh là qu'est-ce que je suis con, c'est des petits mots, mais je vous assure que ça a un impact immense. Essayez de vous parler, de changer de perspective et de vous parler différemment, de dire ok, j'ai raté, c'est pas grave, je vais faire mieux, je m'entraîne, j'essaye. Et en fait, en faisant ça, vous avez de la compassion envers vous-même et vous allez en avoir envers vos enfants aussi. Souvent, on est dur avec nos enfants. Donc voilà, nos pensées ne nous définissent pas. Essayez de temps en temps de se dire, attendez, là je commence à partir dans une spirale, blablabla, stop. Je ne crois pas tout ce que mon cerveau me raconte. Et je trouve que c'est trop chouette de se dire ça, qu'il y a un dialogue interne qu'on peut changer et améliorer. Et enfin, la troisième chose que j'aime dans son livre, que j'ai aimé, il y en a beaucoup d'autres, mais je vous donne 3 principales,
C'est la première fois que je lisais des études dédiées aux effets de l'alcool sur les capacités cognitives et sur le cerveau. Alors, j'ai jamais beaucoup bu d'alcool. Moi, je vous le dis, j'ai toujours été la Sam des soirées, hein, vraiment. C'est dû à mon histoire perso. Mais franchement, j'ai dû être vraiment bourrée moins d'une dizaine de fois dans toute ma vie. J'ai 35 ans, donc ça fait très peu. Et là, clairement, en ayant enchaîné 3 ans de grossesse et d'allaitement, l'alcool, ça fait plus partie de ma vie. Et lire son livre, ça m'en a convaincue. Je l'ai lu en décembre l'année dernière. Je pense que j'ai bu seulement à mon anniversaire à mes 35 ans. Voilà, c'était festif et je me suis dit, allez, je lâche un peu. Et encore, j'étais sous antidépresseur, donc j'avais pas trop envie de mélanger. J'ai très peu bu. Mais moi, je bois plus du tout. Même avant, j'aimais boire du vin, mais je veux plus parce que je sais qu'aujourd'hui, l'alcool, ça perturbe le sommeil. Ça perturbe nos connexions neuronales. Ça perturbe aussi notre système digestif et notre système nerveux. Je juge personne sur votre consommation d'alcool. Je dis juste que moi, ça a été vraiment un moment de dire, OK, en vrai, moi, j'en ai jamais vraiment eu besoin. Je comprends les conséquences de boire de l'alcool. Je vais très mal. J'ai des choix à faire. Soit, je vais justement dans ces trucs qui vont anesthésier ma douleur. Je le sais, on est beaucoup à se tourner vers l'alcool, la cigarette, autre, le bédo, peu importe, des drogues douces comme on peut dire. Et encore, le docteur Emen, il dit vraiment qu'il n'y a pas de drogue douce, ça fait le même effet sur nos cerveaux, la marijuana, tout ça. Mais j'avais ce choix-là de me dire, allez, faire que la fête, tomber dans les excès, ou hop, je vais dans l'autre sens, je fais du sport, je dors comme je peux, je me nourris bien, je respire, je fais la méditation. Je me suis dit que j'avais ce pouvoir-là et que je voulais aller dans ce côté-là et pas l'inverse. Encore une fois, je juge personne, chacun réagit comme il peut à la difficulté. Moi, je me suis juste astreinte à me dire non, tu vas dans l'autre sens. Et je peux même vous assurer, les fêtes arrivent, qu'on peut faire la fête et s'amuser en trinquant à l'eau ou même au champomis. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Vraiment, moi, je dis toujours que je suis le baromètre dans une soirée parce que je peux rester jusqu'à 6h du mat sans boire. Si la soirée est bonne, je peux vous dire que je vais rester. Si elle est nulle, effectivement, il faut de l'alcool pour que ça passe un peu mieux. Mais le lendemain, vous aurez plus de mal que moi à vous lever. Allez, on passe au deuxième livre. Les joies insoupçonnées du célibat, c'est le titre. Bon, clairement, ce livre, j'en ai eu besoin quand je vivais ma séparation avec le papa de mes enfants. On s'est remis ensemble, je tiens à le dire, qui était extrêmement douloureuse pour moi. J'avais besoin de lire que être célibataire, ça voulait pas dire être seul. Ce livre, il est écrit par la journaliste anglaise qui s'appelle Catherine Gray. Et pour moi, ça a été un booster d'énergie qui surtout vient questionner le besoin d'être en couple pour se dire heureux ou heureuse. En gros, on associe ça. Être en couple, c'est le Graal, ça veut dire que c'est comme ça qu'on va atteindre le bonheur. Et elle remet tout ça en question. Elle a un angle très féministe et elle dégomme vraiment le patriarcat qui nous a un peu vendu le modèle de l'amour hétéro comme la fin en soi. Et j'ai vraiment aimé ce livre qui est plus léger, mais qui aborde des sujets fondamentaux pour retrouver l'amour que l'on a pour soi avant tout. Le reste, ça vient après. Si vous vivez une séparation douloureuse, vraiment, je vous le recommande. Il fait du bien. Et si vous avez été en couple toute votre vie, je vous le recommande encore plus. Oui, parce que je trouve que c'est intéressant de se poser des questions sur nos schémas familiaux, sociétaux sur ce thème, et se demander pourquoi on a passé notre vie en couple. Moi, je fais partie de cette catégorie qui a très souvent été en couple et très peu seule. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous fait si peur dans le fait d'être seul ? Pourquoi on cherche tout le temps à se remettre en couple ? Voilà, c'est intéressant, sans juger, mais juste comprendre nos mécanismes. Je tiens à dire aussi que la plupart de ces livres abordent en permanence la théorie de l'attachement développée par John Bowlby. J'ai fait un épisode là-dessus entier, la théorie de l'attachement, enfin plusieurs, mais sur l'attachement adulte, avec Catherine Lapsy. C'est d'ailleurs l'épisode le plus écouté cette année sur le podcast, c'est l'épisode 122. Je vous le recommande chaudement si vous voulez comprendre la théorie de l'attachement. Et tous les livres en parlent de manière récurrente pour expliquer nos relations amoureuses, nos relations... et pas que, en fait, pour expliquer comment on fonctionne dans nos vies, dans nos relations sociales et humaines. Donc ce livre, il est traduit en français. Il est beaucoup plus fun et léger et j'ai vraiment aimé. Et c'est intéressant parce que cette autrice et journaliste, Catherine Gray, et elle avait à l'époque, je pense, 35-36 ans. Elle l'a écrit en 2017. Et elle expliquait la pression pour elle de son entourage, de la société, pour qu'elle soit en couple et pour avoir un enfant. Et elle disait que ça l'intéressait pas, qu'elle était bien seule, tout ça. Et donc j'ai cherché un peu parce que c'était 5-6 ans après sur les réseaux sociaux et au final, elle a rencontré quelqu'un, un Espagnol, je crois, et elle a eu une petite fille. Donc c'est marrant de voir son cheminement sur le thème. Le troisième livre dont je vous parle, il s'appelle « Se construire avec des parents émotionnellement immatures » par la docteure Lindsay Gibson, qui est psychologue clinicienne aux US.
Celui-là, c'est un petit bijou. Pour plusieurs raisons. J'ai découvert donc Dr. Gibson dans le podcast 10% Happier, un podcast américain qui est super. Et la conversation m'avait bluffée. Et comme souvent, quand j'écoute un auteur ou une autrice dans un podcast, ensuite j'achète le livre pour aller un peu plus en profondeur. Le livre, il est super complet. Il est en français, il est traduit. Alors à chaque fois que je vous recommande des livres en français, sachez que je ne sais pas, je les ai lus en anglais. Donc j'espère que la traduction est à la hauteur. Si vous êtes capable de lire en anglais, je vous recommande toujours de lire dans la langue originale. Donc son livre très complet nous fait nous interroger sur l'enfance que l'on a eue, à quel type de parents on a eu affaire, comment était l'ambiance à la maison, comment réagissaient nos parents en fonction de leur immaturité. Elle y décrit 4 types de parents immatures dans ce livre avec des caractéristiques bien précises. Donc il y a le parent émotif, le parent débordant, le parent rejetant et le parent passif. Je vous décris pas les 4 catégories. Franchement, allez-y ou écoutez les épisodes où elle intervient dans des podcasts. Elle est dans celui de Mel Robbins aussi, je crois. Elle est passionnante. Et pour être honnête, ce livre, il est pas du tout flippant, mais te fait prendre du recul et te dire, wow, ok. En fait, on est peut-être tous et toutes un peu immatures émotionnellement à certains moments de nos vies. Mais je trouve qu'en avoir conscience, ça aide à mieux se comprendre et à mieux comprendre l'impact qu'on a sur nos enfants aussi. Ce n'est pas réservé aux mères, je tiens à dire, c'est pas culpabilisant pour les mères, c'est lié à l'être humain et à nos figures d'attachement. Pour moi, c'est un must-have, vraiment, surtout si vous êtes en conflit avec vos parents, si vous vous questionnez sur votre éducation, si vous remettez en question plein de choses, ou si avec un ou une personne de votre entourage proche, vous avez la sensation que vous avez affaire à quelqu'un d'émotionnellement immature. Très, très intéressant d'aller lire vraiment ce livre parce qu'elle explique les gens diagnostiqués, enfin vraiment qui sont émotionnellement immatures dans toute leur splendeur, hein. On l'est tous un petit peu, mais là elle parle vraiment des gens, ils sont comme ça et ils changeront pas. C'est que il ne faut plus attendre d'eux qu'ils changent. Malheureusement, c'est très difficile ça. Mais nous, le pouvoir qu'on a, c'est de choisir comment on interagit avec ces personnes-là de nos entourages. Ça peut être aussi au travail, hein, des gens émotionnellement immatures. C'est pour ça que c'est passionnant parce que ça touche pas que vos parents, ça touche tous les gens avec qui on est en relation. Donc voilà, ça c'était pour le 3e livre. Le 4e livre, celui-là, si vous avez écouté mon podcast depuis un moment, vous en avez entendu parler depuis 6 mois. C'est le premier livre qu'a écrit le docteur Nicole Lepera, qui est psychologue. Elle se décrit même comme une psychologue holistique. Et elle en a écrit 2 depuis. Hein. Donc le premier livre dont je vous parle là, il s'appelle How to Do the Work. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle How to Be the Love You Seek, que je suis moi en train de lire, qui est génial. Je vous recommande aussi si vous lisez en français. Pour moi, vraiment, ce livre a changé ma vie. Ça a été une révélation. Parfois, les livres arrivent dans vos mains au moment où vous en avez le plus besoin. Et je sais qu'il a eu une résonance très particulière pour moi parce que il est arrivé 2 semaines après que j'ai été diagnostiquée en dépression. Elle m'a permis de changer ma façon d'interagir avec le monde. J'avais largement commencé à me documenter sur tout un tas de sujets, vous l'avez vu. Je vous donne tous les livres en ordre chronologique. Donc c'était vraiment une étape logique dans ce que je lisais. Et j'ai l'impression que elle a fait exploser mon cerveau quand je l'ai lu. Donc How to Do the Work, en français il est traduit, il s'appelle Guéris de tes blessures, aux éditions Le Duc. Je n'aime pas le titre, j'ai déjà dit plein de fois, mais bon, bref. J'espère la traduction est à la hauteur de ce qu'est le livre en anglais. Vraiment, ce livre en particulier vous permet de reprendre du contrôle sur votre vie intérieure et votre état émotionnel. Son approche holistique, donc c'est-à-dire qui englobe plusieurs aspects de notre santé, c'est primordial. Parce qu'elle parle du sommeil, elle parle de la nutrition, elle parle du système nerveux, de sport, évidemment, de mouvement, de relation à son corps. Bref, vraiment, elle aborde tout un tas de sujets clés. Et moi, elle m'a donné justement des clés dont j'avais besoin pour revenir à moi. Je l'ai lu en 2 jours, je pense, dans un moment où j'étais dans le dur, vraiment dans le dur, et il a été vital. Pour plus de détails sur ce livre, vous pouvez écouter les épisodes 120, 124 et 130. C'est moi qui parle dans ces épisodes et je vous détaille des aspects du livre et comment j'ai mis en place ces aspects-là. D'ailleurs, je précise, ce sont des épisodes qui ont été énormément écoutés, donc merci, parce que c'est du travail de faire ça et ça me fait plaisir de voir que ça vous est utile aussi. Donc c'est grâce à ce livre que j'ai réussi à calmer rapidement mon anxiété. Je pense que j'avais vraiment un fond anxieux très fort, avec beaucoup d'hypervigilance liée à la maternité, notamment, avec beaucoup d'angoisse non traitée.
très paradoxalement, je suis pas quelqu'un d'anxieuse dans la vie de tous les jours, dans le sens où je fais vachement confiance aux gens. Je fais beaucoup confiance à mes enfants quand elles grimpent quelque part, elles jouent. Enfin, je suis pas du tout dans la surprotection et l'angoisse qu'il leur arrive quelque chose. Mais par contre, je suis en hypervigilance. Ça veut dire que mon niveau de tension et d'anxiété ne descend jamais. Et que je suis toujours sur le qui-vive. C'est très difficile de se calmer. Et pourtant, j'ai une grande capacité à voir le meilleur dans la vie, à me dire ça va aller. Mais je crois que vraiment l'hypervigilance maternelle, c'est difficile. Et aujourd'hui, je peux le dire, je dors sans être angoissée que mes filles pleurent et que je les entende pas, sans être angoissée de pas me réveiller, de pas les entendre, qu'il y ait un problème, voilà. Pour moi, c'était vraiment lié à la maternité. Donc, j'arrive à calmer mon anxiété avec des mantras. Je sais me recentrer sur moi-même avec une photo que j'ai posée sur mon miroir de ma salle de bain. Rien que ce week-end, j'ai réussi à me recentrer, à me calmer sur un truc qui m'insécurisait parce que j'ai regardé ma photo et je me dis ça va aller, tout va bien. Je termine toujours mes douches par de l'eau froide pendant 1 minute ou plus, systématiquement, toujours. Et mes enfants me voient le faire et ma fille de 6 ans, elle le fait le soir, elle aussi, quand elle prend sa douche. Elle dit vas-y maman, je vais essayer la douche froide et elle est morte de rire. Donc voilà, c'est assez drôle de voir en action le fait de se dire nos paroles, ça n'a pas tant de valeur, enfin nos paroles positives, ce qu'on leur demande de faire, pardon, mais c'est plutôt nos actions. Donc j'arrive vraiment à prendre de la distance sur les réactions des autres. Je redis ce mantra, vous n'êtes pas responsable des émotions des adultes autour de vous, vous n'êtes responsable que des vôtres. Et j'ai enfin compris que oui, je suis seule responsable, pas que de mes pensées, mais de mon bonheur, que je peux faire une seule et unique chose aujourd'hui, c'est contrôler ce que moi je ressens et donc m'offrir la joie, le fun et le bonheur que je mérite. J'étais vraiment dans cette tendance à penser que tout devait venir de l'extérieur. Ça a été très dur de shifter ce mécanisme-là, mais une fois qu'on a pris conscience de ça, pour moi, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a que de la progression. Donc voilà, ce livre a eu le pouvoir de changer ma vie pour le meilleur et j'espère que ça pourra avoir cet effet sur vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, chacun raisonne différemment avec ce qui est écrit. Le 5e livre s'intitule Moms Moving On. Alors lui, il n'est pas traduit en français, il fait partie des 2 livres non traduits. Si vous maîtrisez bien l'anglais, il est très facile à lire, vraiment. Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi, ce livre ? Pour 2 raisons. La première, c'est que son autrice, elle s'appelle Michelle Dempsey. Elle est coach en divorce. Et ouais, aux US, il y a ça, mais vraiment, elle est passionnante. Elle néglige dans ce livre aucun aspect de la séparation du couple avec des enfants, parce que c'est vraiment différent. Une séparation quand il y a des êtres humains en jeu. C'est très, très complexe à gérer. Et elle, c'est comme une amie qui vous prend la main et qui vous dit « Tu vas te relever, ça va être très dur, mais je suis là pour toi et pour te guider. » Donc, si vous êtes en plein dans le tumulte d'une séparation avec l'autre parent de vos enfants, ce livre, il est vraiment intelligent et il vous donne la marche à suivre pour que cette transition soit la plus douce et constructive possible pour vous et vos enfants. Dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui prennent la décision de partir. C'est ce que elle a fait, Michelle Dempsey, quand sa fille avait 2 ans. Et elle raconte donc son parcours, la difficulté de la garde partagée, de ne pas avoir son enfant, du stress que ça génère, de sa relation avec le père de ses enfants, de la culpabilité ressentie, du jugement de sa communauté. Vraiment, elle élude aucun du sexe. Une fois qu'on reprend une vie sexuelle avec un autre homme ou une autre femme que son ex-conjoint ou ex-conjointe. Enfin, bref, elle va vraiment balayer tout un tas de sujets qui peuvent être tabous et qui sont pourtant primordiaux. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce livre. Donc la deuxième raison, c'est parce que pour moi, elle donne plusieurs phrases extrêmement puissantes et importantes, et une particulièrement qui est importante à mes yeux, qui m'a permis d'apaiser beaucoup de colère que j'avais en moi. Elle dit « Aime tes enfants plus que tu ne détestes ton ex ». Bon, je vous répète cette phrase. « Aime tes enfants plus que tu ne détestes ton ex ». Et voyez ce que ça fait résonner en vous. Bien sûr, on ne peut appliquer ce mantra que dans une relation où le coparent est sain, entre guillemets, il n'y a pas de violence, qu'il y a simplement des tensions d'adultes normales après une séparation, où il y a de la rancœur, de la colère, où il y a de la difficulté, il y a de la tristesse, voilà. Ça, ce sont des émotions et des sentiments par lesquels on passe tous pendant une séparation. S'il y a de la violence physique, psychique, non, là, c'est pas aime tes enfants puisque tu détestes ton ex, c'est juste concentre-toi sur tes enfants, les protéger. Le reste, on s'en fiche. Moi, cette phrase, elle m'a transformée parce que elle m'a vraiment aidée à faire baisser ce ressentiment, cette colère que je ressentais depuis des mois, à faire changer ma façon d'interagir dans ma relation de coparentalité, et ça a été que bénéfique pour mes filles, donc et pour moi au final. Donc c'était que du gagnant. Moi, je vous le dis, ouais, il y a beaucoup d'espoir dans ce livre parce qu'elle explique la vie qui vous attend va être belle, ça va être dur, mais ça va être beau. Et il y a un deuxième mantra
que je trouve très important. Elle dit « Il suffit d'un parent raisonnable dans une situation déraisonnable pour que votre enfant aille bien ». C'est important cette phrase parce que parfois c'est très difficile de lâcher prise, c'est très difficile de voir qu'on n'est pas d'accord avec l'éducation que l'autre parent donne, surtout si on est en garde alternée, que 50% du temps notre enfant n'est pas avec nous. Donc, encore une fois, la violence, tout ça c'est très dur à encaisser dans ce type de situation, mais il suffit d'un parent raisonnable pour une situation déraisonnable. Donnez-leur tout l'amour que vous pouvez, la sécurité, l'affection, et déjà votre enfant aura une construction différente. Allez, le 6e livre, ça s'appelle The Good Life. En français aussi, c'est le titre. Je l'ai lu cet été, c'est un pavé assez impressionnant, on va pas se mentir. Il raconte les résultats de l'étude scientifique la plus longue jamais réalisée dans le monde, menée par l'université d'Harvard sur le bonheur de manière générale. En fait, pendant 80 ans, des chercheurs et chercheuses ont suivi 724 individus et leurs 1300 descendants aux États-Unis pour en tirer des conclusions sur ce qui fait le bonheur de la vie. Alors, le livre, il est passionnant, il est long, il est fastidieux, mais il est passionnant. Et le résultat, il est sans appel. Notre entourage est l'élément, le facteur le plus important de notre vie pour déterminer notre échelle de bonheur. Dans le livre, on retrouve donc les histoires de certains et certaines participants, mais aussi l'analyse des résultats par 2 chercheurs actuels qui ont continué cette étude, qui sont les responsables aujourd'hui de l'étude et de la continuité de cette étude qui est toujours en place. Donc, on aura d'autres résultats dans une dizaine d'années, j'imagine. Rien n'est éludé dans ce livre. On parle d'argent, de santé, de relations amicales et amoureuses, de trajectoire de vie, des études supérieures. Tout est passé au crible pour disséquer notre capacité à vivre heureux. Et vraiment, vraiment, s'il y a un point à retenir, c'est que les personnes avec qui vous vivez, vos amis, votre entourage, vont avoir le plus gros impact sur votre bonheur. On le sait plus ou moins tous, mais si vous êtes dans une relation toxique, malheureusement, ça a un impact très fort sur tout un pan de votre vie. Et donc, c'est difficile de lire ce livre parfois parce qu'on se dit « mince, est-ce que j'ai fait les bons choix ?» Mais il n'est jamais trop tard, c'est ce qu'ils disent. Il y a beaucoup d'exercices pratiques dans ce livre. Il y a beaucoup de conseils et de références psychologiques. Vraiment, il est chouette. Encore, je redis, il est très long à lire, mais il est intéressant de comprendre ça pour pouvoir vivre une vie plus épanouie et plus alignée avec qui on est. Voilà. Le 7e livre dont je voulais vous parler s'appelle Fast Like a Girl. Lui non plus n'est pas traduit en français, il est écrit par Mindy Pelz. Alors, j'ai vraiment aimé ce livre, vraiment, vraiment, parce qu'il parle du jeûne intermittent. Le fast, c'est pour le jeûne intermittent, like a girl, donc comme une fille, simplement parce qu'elle explique énormément de choses sur le système hormonal et sur comment nous, on fonctionne par rapport au stress, tout ça. J'ai un seul bémol par rapport à ce livre qui m'agace, mais bon, voilà, c'est que Mindy Pelz n'est pas docteur, n'est pas nutritionniste, n'est pas diplômée. Elle est autodidacte, je pense. Il n'y a rien de mal à ça, mais je veux pas vous orienter vers un livre en vous disant... elle reprend plein d'études scientifiques, tout ça. Mais l'exactitude de tout ce qu'elle dit, je peux pas vérifier. Je suis pas médecin non plus. Donc, mais je l'ai écouté dans un podcast de Mel Robbins sur le jeûne. Et ça m'a vraiment passionnée de comprendre un peu ça. Donc, je l'ai commencé à faire du jeûne intermittent et j'ai adoré. J'ai trouvé que je me sens beaucoup mieux. Je dors mieux. Donc, franchement, il y a du bon et du mauvais à prendre dans ce... Enfin, pour moi, il y avait beaucoup de bons, mais voilà, elle n'est pas médecin. C'est juste ça que je veux dire. Même si je sais, c'est ce qu'elle se fait appeler sur les réseaux sociaux, Dr Mindy Pelz. Donc ça me gêne un peu parce que elle est chiropracteur. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Même si, bon, on peut aussi avoir toute sa vie étudier des choses et pouvoir partager son savoir. Voilà. Le dernier livre dont je voulais vous parler, dans la lignée de ce livre Fast Like a Girl, d'ailleurs c'est dans ce livre que j'ai découvert ce livre, qui s'appelle Le syndrome de la femme pressée. Il a été écrit par le docteur Libby Weaver, qui est une spécialiste de la micronutrition et qui est néo-zélandaise. Donc le syndrome de la femme pressée, elle explique comment notre mode de vie toujours plus stressant et rapide vient perturber notre équilibre hormonal en tant que femme. Vous voyez, même là... Je parle très vite et je respire peu. Nous sommes dans une ère où le droit au repos
n'est pas vraiment valorisé, où le manque de productivité est assimilé à de l'échec, où la to-do list qui n'en finit plus peut nous mettre dans des états de stress importants. Et en tant que parents, nous sommes encore plus affectés par cette charge mentale et sûrement en tant que femmes aussi. Et qu'est-ce qui trinque ? C'est notre santé. Donc, Dr. Livy Weaver, elle vous parle de votre rapport au café. Voilà, moi je le disais au début de l'épisode, je ne bois pas de café, mais elle explique que la consommation à outrance de café, ça pose des problèmes aussi dans nos systèmes digestifs et tout ça. Elle parle d'alcool, beaucoup d'alcool, sur le fait que parfois, certains et certaines d'entre nous ont tendance à revenir à la maison le soir et de se dire je mérite bien une petite bière ou un petit verre de vin parce que ma journée était stressante. Et elle explique que c'est un cercle vicieux en fait de faire ça par rapport aux effets de l'alcool sur vous et encore plus si vous êtes une femme. Donc là, elle se concentre vraiment sur les femmes, je le dis, et c'est trop intéressant. Vraiment intéressant. Donc elle parle de sédentarité, de nos repas avalés à la va-vite, comment on les gobe et à quel point ça perturbe notre système digestif, de nos hormones. Vraiment, elle insiste sur les hormones, notre cycle menstruel, comment le stress impacte ça, et de la gestion de l'anxiété. Alors, elle propose un questionnaire au début de son livre pour voir si vous rentrez dans la catégorie de la femme pressée. Alors moi, avec toute ma confiance en moi, je dis pas du tout, je suis pas une femme stressée, moi. Enfin, pressée plutôt. J'ai plutôt un mode de vie où j'ai ralenti. Enfin, vraiment, ces dernières années, je me sens tranquille. Et surtout, elle commence son questionnaire par demander si on boit de l'alcool, si on prend du café, tout ça. Je me dis, easy, moi, pas du tout. Donc, je ne rentre pas là-dedans. J'étais curieuse de voir ce qu'elle racontait dans ce livre, mais j'avais pas l'impression de m'identifier. Bon, au fur et à mesure des questions, je me suis rendu compte que je me laissais clairement parfois envahir par mon stress et c'était mon stress qui dictait mon quotidien et je le gérais pas comme il fallait, donc ça m'a mis quelques rappels et j'ai trouvé super intéressant. Et d'ailleurs, la résultante, c'est que à partir de l'année prochaine, de la rentrée, j'ai décidé de ne jamais travailler le vendredi, de me garder une journée entière pour moi, de passer à la semaine de 4 jours. Il y a beaucoup d'études qui parlent de la semaine de 4 jours et les bénéfices, parce que je veux arrêter de courir, je veux pouvoir être là où j'ai envie. En fait, je me suis rendu compte que dans mon organisation perso et pro, quand on est entrepreneur, on peut vite tomber dans ce truc où on se fait plein de rendez-vous perso dans les heures de travail. Et ça me perturbait dans ma façon de travailler. Donc maintenant, je me concentrerai, si je dois aller chez le coiffeur, si je dois aller, j'ai envie de me faire masser, si j'ai un rendez-vous médical, je calerai tout le vendredi. Comme ça, j'ai des temps dédiés au taf qui sont plus clairs, en fait. Il y a moins d'entremêlements. Et il y a un truc qui m'a marqué dans son livre, et ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est plus facile à faire en hiver. Elle dit, mais rien que le fait de quand vous rentrez chez vous de votre travail, ou moi je rentre pas chez moi parce que je travaille à la maison la plupart du temps, changez vos habits, mettez-vous dans des habits confortables. On est toute la journée avec des trucs qui nous serrent le ventre, surtout nous les femmes, on est habitués à rentrer notre ventre. Mettez-vous à l'aise et rien que ça va faire baisser votre niveau d'anxiété. Ça va vous mettre dans un état de « Ok, je suis à la maison, je suis dans mon cocon, je coupe ». Donc voilà ce que j'ai fait et que je fais aujourd'hui et que je trouve très agréable. J'adore le faire. Mes filles me disent « Ah mais maman, tu t'es changée ?» Oui, voilà. Là, je suis à la maison, je me mets en pyjama, tranquille, en jog. Donc voilà pour mes 8 lectures capitales cette année. Je me suis vraiment beaucoup intéressée à la nutrition et j'avais commencé via le livre de Jessie Inchauspé, Glucose Révolution, que j'avais adoré et que je continue à avoir dans la tête parce que les bases et les principes qu'elle écrit dans son livre sont toujours valables aujourd'hui dans mon quotidien. En ce qui concerne les podcasts, alors moi je les écoute seulement en anglais, donc je vais pas détailler tous les épisodes parce que ça se trouve la plupart d'entre vous ne pourront pas écouter, mais je vous donne en tout cas ceux que j'écoute très souvent, sont les podcasts de Jay Shetty. Donc lui, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est un ancien moine, il est anglais d'origine indienne, c'est un ancien moine bouddhiste. Et aujourd'hui, il vit à Los Angeles et il a un podcast qui parle un peu du bien-être. Il m'a beaucoup aidé parce qu'il parle beaucoup de relations amoureuses, de relations interpersonnelles. Il est très intéressant. Il a 35 ans comme nous. Enfin, comme moi, pardon. J'aime beaucoup les épisodes qu'il fait. Le deuxième que j'adore, c'est Mel Robbins, The Mel Robbins Podcast. Alors, elle a plus de 55 ans, je pense. Elle est mère de 3 enfants, mais c'est une coach américaine. Son podcast, elle l'a lancé il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, fait partie des 5 podcasts les plus écoutés au monde. Spotify m'a expliqué que je faisais partie des 8% d'auditrices les plus fidèles à ce podcast. Donc, j'en écoute des podcasts de Mel Robbins. C'est très à l'américaine, mais vraiment, elle a toujours des intervenants passionnants, fait découvrir de nouveaux concepts. Enfin, moi, je valide son podcast. Et un épisode qui m'a marqué dans son podcast, elle interviewe son mari et ses 3 enfants qui sont
adolescent de 16 ans à 22 ans, jeune adulte. Et ensemble, ils ont une conversation pendant 1 heure sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné dans leur éducation et leur recul. Je trouvais trop intéressant d'avoir le retour de jeunes adultes et d'adolescents face à leurs parents. Vraiment, c'était super chouette. Le 3e, c'est Diary of a CEO par Stephen Barrett, qui est un jeune entrepreneur anglais qui vient du Rwanda, lui, à la base aussi, qui est multimillionnaire, enfin, qui a lancé des business dans tous les sens. Et vraiment, j'adore son podcast. Je trouve que c'est un des meilleurs intervieweurs que j'ai jamais entendu, alors qu'il n'est pas du tout journaliste, mais sur le marché du podcast. Et l'autre podcast que j'aime bien, mais qui n'a rien à voir, c'est pas du tout sur les relations humaines, tout ça, mais ça s'appelle The Gold Digger podcast de Jenna Kutcher, qui parle beaucoup de business et de marketing, et j'aime vraiment ce qu'elle fait. Et donc voilà, je vous parle de tous ces podcasts qui me passionnent et me changent la vie, que j'adore. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Si vous êtes seul, sans vos enfants, je compatis. Je sais à quel point c'est difficile les fêtes quand on est séparés. Et si vous n'entendez pas avec votre famille et que les relations sont tendues, je compatis aussi. Je l'imagine que ça doit être très difficile dans un moment où on prône le rassemblement et la valeur de la famille. Merci de faire partie de cette aventure du podcast. Vraiment, on clôt l'année 2023. J'ai recommencé qu'en avril parce que voilà, ma dépression m'a empêché de pouvoir... Enfin, c'est pas tellement m'a empêché, mais je me suis empêchée de travailler. J'ai voulu prendre soin de moi avant tout. C'était un petit pari, c'était risqué financièrement, mais je l'ai fait. Et je me remercie de l'avoir fait parce que aujourd'hui, je vais très bien. Je ne me définis pas du tout par ce qui m'est arrivé cette année. Au contraire. Aujourd'hui, je vais bien. Et donc, je vous donne mon petit mot pour l'année 2024 et j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. C'est le mot stabilité. J'ai fonctionné dans le chaos pendant trop longtemps, que ce soit cette année au niveau personnel ou avec l'arrivée de mes enfants en étant en train de faire grandir mon entreprise, parce qu'aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et ça implique plein de choses. Mais non, maintenant, je veux capitaliser sur ce chaos et inscrire de la stabilité. C'est mon mot pour l'année 2024. N'hésitez pas, si vous êtes sur Spotify, à me donner votre mot en dessous de cet épisode ou sur les réseaux sociaux, je ferai un post. Merci à vous. Très, très bonne fin d'année 2023. Prenez soin de vous. On se retrouve en 2024. Ciao.